Plus on est de fous, plus on lit, encore plus de nous! Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal à la 60e minute de cette émission. Nous accueillons sur ce plateau les participants à notre discussion sous le thème suivant. Comment former la pensée critique? Le philosophe Normand Baillargeon d'abord. Bonjour Normand. Bonjour. Linda Dion, professeure de français à l'école secondaire Michel Montcalm. Bonjour Linda. Bonjour Marie-Louise. Et Michel Sasseville, philosophe et professeur à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Merci d'avoir accepté notre invitation à tous les trois. Il y a une étude qui vient d'être produite par l'Université de Stanford. On aura l'occasion d'en reparler, qui prouve que 82% des adolescents ne sont pas capables de faire la différence entre une fausse nouvelle et une vraie nouvelle sur Facebook. Évidemment, enseigner la pensée critique, c'est ce que vous êtes employés à faire tout au long de vos vies respectives. Est-ce que ça s'enseigne, la pensée critique, Michel Sasseville? Bien sûr à l'heure actuelle? Et puis pas seulement au secondaire ou avec les ados, mais au primaire aussi avec les enfants, très tôt, très tôt. On peut mettre ça en route. Oui. Est-ce que les enfants changent, Linda Dion? Ça fait 28 ans que vous enseignez, là. Est-ce qu'ils ont plus de difficultés, comme le prouve cette étude, ou tentent de le prouver cette étude, à faire la différence entre le vrai et le faux, à votre avis? Ben, ils sont tellement plus bombardés que ceux d'il y a 20 ans ou de 10 ans. Il y a un tri à faire, il y a une éducation à faire, justement, parce que comment la faire, justement, cette différence entre le vrai et le faux. Oui. Normand, ça semble assez urgent quand même que de développer une pensée critique à l'heure actuelle, chez les enfants, chez les adolescents, avant qu'ils arrivent à l'université. Chez les adultes aussi, chez nous aussi. Oui, puis bien sûr. on n'y échappe pas, rien ni personne. Je pense que c'est un sujet de l'heure et important. Et je vous rappelle qu'on dit qu'on vit dans une ère post-factuelle où il y a des fake news qui se répètent à volonté, comme par exemple l'élection de Donald Trump. C'est une fake news, ça peut pas être vrai. Malheureusement, Normand, je crois que ça l'est. Merci et bienvenue à tous ceux qui joignent à nous. Selon une étude de l'Université de Stanford publiée dans le Wall Street Journal du 21 novembre dernier, 82% des adolescents américains seraient incapables de faire la différence entre une vraie et une fausse nouvelle sur Facebook, incapables de faire la différence entre un contenu commandité, donc, et une vraie nouvelle émanant d'un vrai média. Plusieurs jeunes ont par ailleurs jugé de la valeur d'un texte par la quantité de détails qu'il contient, plutôt que par sa source. Dans ce contexte surprenant, alors que le mot de l'année, vous le disiez, Normand Baillargeon, en ouverture de deuxième heure, selon le dictionnaire britannique Oxford, est post-truth ou post-vérité, dévoilé le 16 novembre dernier. Nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir dans la série À quoi devrait servir l'école à la notion de pensée critique et surtout à comment l'enseigner. Pour en discuter, nous avons réuni sur ce plateau Linda Dion, professeure de français à l'école secondaire Michel Montcalm. Vous enseignez aussi la création littéraire depuis 28 ans. Ça, c'est de l'expérience, madame. Oui. Michel Sasseville, philosophe, essayiste, professeur à la faculté de philosophie de l'Université Laval depuis 1995. Oh, bien avant, même. Oui. Michel, vous avez mis sur pied un programme, d'ailleurs, d'enseignement de philosophie à l'intention des professeurs d'élémentaire, même de maternelle. Oui. Est-ce qu'ils sont nombreux à vouloir enseigner la philosophie à l'école élémentaire? De plus en plus, Marie-Louise, de plus en plus. Et en fait, c'est pas moi qui l'ai mis sur pied, le programme. Je me suis inspiré déjà d'un philosophe américain, Matthew Lipman, qui avait déjà mis en place la chose à la fois. Ça remonte à 50 ans à peu près. Et c'est présent dans à peu près 70 pays aujourd'hui. Alors, je suis loin d'être tout seul dans mon petit coin à faire la chose comme celle-là. Oui. Et on voit que ça a plein d'impact partout, dans toutes les matières à l'école. Le fait de travailler, faire le philo, pas l'enseigner, faire le philo. Ça veut dire quoi, faire la philo? Ben, c'est créer des conditions pour qu'ils entrent en dialogue avec d'autres, avec le souci, l'envie, le désir d'avoir des raisons pour ce qu'on pense, d'avoir des bonnes raisons pour ce qu'on pense, d'être sensible au contexte, aux différences contextuelles, tout ça. Tu sais, c'est un lieu d'expérience de la pensée, puis surtout du désir de penser. Faire la philo avec les enfants. De désir de faire l'effort. Évidemment, Pierre-Luc Brisson, vous qui êtes auteur d'un livre où vous vouliez à l'époque, il y a 2 ans, Pierre-Luc, maintenant, le Cimetière des Humanités, vous vouliez ramener les études classiques à l'école secondaire, ce qui est une volonté dont on a discuté ardemment sur ce plateau lors de l'organisation d'une série de séquences sur à quoi devrait servir l'école. Vous aviez participé, Normand Baillargeon et Linda Dion. L'esprit critique, c'est une posture, c'est une posture de questionnement et de dialogue, mais encore faut-il qu'il y ait les outils
pour nourrir cette réflexion-là. Et pour moi, mon souci, c'était avant tout un souci culturel de transmission de ces outils-là pour ensuite être en mesure d'entrer en dialogue. C'est ce qu'on appelle former un citoyen. Évidemment, Daniel Turcotte, lors de ce segment autour de la biographie d'Hitler, vous dénonciez le manque d'éducation. Donc, c'est quelque chose qui vous concerne. Normand Baillargeon, évidemment, longtemps professeur au département de sciences pédagogiques de l'UQAM, philosophe, auteur de plusieurs ouvrages autour de l'éducation, dont un ouvrage très récent enseigné au Québec qui est paru en septembre chez VLB, mais aussi ce petit cours d'autodéfense intellectuelle qui était un vrai manuel de proposition d'une érection d'une pensée critique, là, paru en 2005. Qu'est-ce que c'est la pensée critique, à votre avis, Normand Baillargeon? C'est une bonne question. C'est pas facile d'y répondre, mais je pense que je connais une réponse courte et très efficace d'un philosophe qui s'appelle Harvey Siegel. Alors, il disait, je vais le dire en anglais d'abord, c'est très court, hein, c'est appropriately moved by good arguments. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est faire preuve de pensée critique, c'est réagir convenablement à de bons arguments. Ce qui suppose deux séries de choses. Un point de vue de connaissance. Il faut savoir ce que c'est qu'un bon argument. Il faut savoir des choses sur le domaine dont on parle. Il faut reconnaître ce que c'est un bon argument. Mais il dit aussi appropriately move, c'est-à-dire réagir convenablement. Et donc, il y a là des vertus éthiques ou épistémologiques qui disent, si l'argument est bon, je vais reconnaître que je me suis trompé. Je vais accepter qu'on puisse voir les choses autrement. Alors donc, il y a cette idée de pertinence à la fois dans la reconnaissance des arguments. Donc, on a des savoirs et on reconnaît des bons arguments. Et il y a une certaine attitude qui est à la fois éthique et épistémologique qui fait qu'on a des vertus particulières qui font qu'on réagit convenablement à des Vous parliez arguments. de flexibilité, d'ouverture, d'écoute lors d'un texte que vous avez publié dans le magazine Voir récemment, Normand Baillargeon. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve, Michel Sasseville et Linda Dion, à une époque où, comme le prouve cette étude de Stanford, les jeunes sont de moins en moins en mesure de faire la différence entre la réalité, entre ce qui est vrai, et entre ce qui est construit, Michel Sasseville. Comment on explique ça? Avant de parler de comment on peut éduquer je pense que Normand le dit, et former une pensée critique. Normand le disait d'entrée de jeu, c'est pas que les jeunes qui sont dans cette situation-là. Non. Bien sûr. On est bombardés par toutes sortes d'informations de toutes parts, de côtés. Il faut prendre le temps, je dirais, d'aller chercher la source, puis de voir, de l'évaluer cette source-là, prendre le temps de comparer, aller voir, y a-t-il des experts qui en parlent ou pas? On ne prend pas ce temps-là. Aujourd'hui, tout va très rapidement et peut-être qu'on ne prend pas, justement parce qu'on n'a pas été invité très tôt à prendre le temps de penser. Vraiment prendre le temps de penser. Et du coup, quand on prend pas le temps d'aller chercher les sources, aller chercher les repères dont il était question tout à l'heure, inévitablement, on se retrouve avec plein de nouvelles qui sont peut-être vraies, peut-être fausses, mais on ne le sait pas. Il y a une pensée radicalisée. Vous faisiez référence aux travaux, notamment d'Abdenour Bidar, dans vos notes, Michel Sasseville, sur les phénomènes de radicalisation. C'est un peu ça aussi, là. C'est aussi ça. La radicalisation, elle se construit notamment par le fait que tu prends pas le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Tu sais, dans le monde, il y a toutes sortes de gens. Il y en a qui sont très sceptiques. Il y en a qui sont très relativistes aussi. Tout est vrai, tout se vaut. Les sceptiques, il n'y a rien de vrai, tout est faux. Puis il y a les dogmatiques aussi, qui sont là en train de dire, il n'y a que ce que moi je dis qui est vrai. Le reste, on oublie ça. Et il y a les gens critiques. Et les gens critiques, ce sont pas ces sceptiques, ni ces relativistes, ni ces dogmatiques, mais des gens qui prennent le temps d'avoir un peu de recul. Et puis de se dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en jeu? Sur quoi je peux m'appuyer? Et Normand évoquait dans sa définition de Thierry de Siegel cette attitude, je dirais, d'autocritique, d'ouverture. Parce qu'une pensée critique qui n'est pas autocritique, ça fait du monde critiqueux. Ouais. Ou des gens convaincus, on en voit de plus en plus apparaître. Il y a une vraie polarisation des points de vue. Luc va m'aider ici parce que le mot critique aussi, on pourrait penser que ça veut dire criticatouille, hein, celui qui chiale tout le temps, qui est jamais d'accord. Alors que le mot vient d'un mot qui veut dire passer au crible, hein, du crible, crétaine, tu me corrigeras, passer un crible ou passer au crible. Alors on s'efforce de distinguer ce qui est bien et ce qui est pas correct, ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Donc ce souci-là de prendre un certain recul. Et je trouve qu'on vit une époque où ceci devient difficile en raison de la surabondance d'informations auxquelles on est appelé à réagir presque instantanément. Et ça veut dire presque sans penser. Et c'est troublant parce que je vous rappelle qu'on vit dans une époque post-vérité. C'est important, c'est crucial, ça. Il n'y a pas de conversation démocratique s'il n'y a pas une entente sur ces attitudes qui sont épistémologiques et éthiques. Et une base de connaissances, parce que disait notre historien tout à l'heure est tout à fait exact. Daniel Turcotte, oui, en dénonçant le manque d'éducation, Linda Dion. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, pensons à Facebook, j'allais demander dans quel contexte on dit oui, la pensée critique, les jeunes, à quel moment à quoi on fait allusion quand on dit les jeunes,
distinguent pas le vrai du faux. Mm-hmm. Bon, on pense à Facebook, ben, j'aime, hein, ils vont cliquer j'aime et ça va se limiter à des petits commentaires. Ça va c'est très devenu vite. le média, le seul média que les gens consultent. Le seul média qu'ils hein. vont consulter, effectivement. Que beaucoup de gens, pas juste les jeunes. Là. Oui, c'est ça. Donc là, j'aimerais qu'on me situe. Est-ce qu'on parle seulement des jeunes ou est-ce qu'on parle du Québécois moyen qui va s'abreuver à des sources, à des chroniqueurs pour qui la pensée, c'est noir ou c'est blanc, ou certains médias sensationnalistes et tout ça encourage. Il y a l'érosion du travail journalistique aussi qui participe à cette culture, effectivement, d'une information émise beaucoup par l'opinion. Je vous vois réagir. C'est un très bon point. Il y a beaucoup de chroniqueurs, il y a presque plus de journalistes dans le C'est un fait. Et pour faire preuve de pensée critique, il faut quand même qu'il y ait des faits sur lesquels on peut débattre. Et à partir du moment pas où juste des émotions. Voilà, et où il y a une diminution du journalisme, une diminution du travail médiatique accompli par des journalistes qui font le travail d'aller chercher les faits et qu'il n'y a plus que des opinions auxquelles on réagit de manière très impulsive, je pense qu'on est mal placé pour exercer sa pensée critique. Certainement. Daniel Turcotte. Mais c'est parce que, tu sais, des faits, c'est tellement plate. Alors, des émotions, ça fait tellement de la bonne TV. Oui, mais la pensée critique, c'est loin d'être plate. Vraiment. On va y venir. Vous et moi, on le sait. Mais non, mais dans le sens, ce que je voulais dire par là, c'est que quand tu mets en route une telle éducation, la pensée critique, les émotions ne prennent pas le bord. Au contraire, ils sont là, mais ils sont orientés autrement. Orientés plutôt par l'idée de, je peux-tu avoir une bonne raison pour m'appuyer sur Et c'est ça qui est en jeu à ce moment-là. Et l'éducation dont tu parlais tout à l'heure, à mon sens, puis je termine là, c'est des repères, mais des repères habités d'un désir d'aller encore plus loin. Je pense qu'on vient de toucher quelque chose qui est intéressant. Il y a la posture critique, mais il y a aussi l'objet qu'on demande de critiquer. Bon, quand les médias produisent de la nouvelle sans intérêt, par exemple, ou que les journalistes n'ont plus une véritable formation journalistique solide et intellectuelle, quand des prétendues chaînes scientifiques qui font de l'histoire, par exemple, publient des documentaires où on dit que les extraterrestres ont construit les pyramides d'Égypte. Mais voyons, vous. On peut la nommer, c'est Historia ici au Québec. Quand donc les producteurs de savoir ou d'information eux-mêmes se déchargent de toute responsabilité. On est dans le domaine de l'impunité. Exactement. Là. Alors, moi, quand des médias traditionnels publient des posts Facebook sans enquêter la contrepartie, comme ça se fait de plus en plus, ou des messages Twitter. On l'a vu en France, là, avec l'affaire de l'élection de Miss France. Voilà. Alors, il y a une responsabilité tant de la part du récepteur d'adapter une position critique, et il y a une responsabilité de la part des producteurs, entre guillemets, de savoir ou d'information, de pas mettre n'importe quoi sur les ondes publiques. C'est une idée sur laquelle je suis revenu durant toute ma carrière, moi, mais l'exercice de la pensée critique suppose des connaissances dans le domaine où on va. Alors, si vous lisez un article où on vous explique, par exemple, que le problème actuel de la démocratie fait penser à Athènes parce qu'il y avait telle chose, tu sais pas ce que c'est que la démocratie. Tu n'as jamais entendu parler d'Athènes. Exactement. Non, tu comprends? Et c'est impossible de faire. Autrement dit, pour lire un texte et faire preuve de pensée critique face à ce texte-là, il faut avoir un grand bagage de connaissances sur le sujet dont on parle. Alors, revenons à l'enseignement parce qu'on est au cœur de ça. Là, je vais me mettre vous êtes dans une classe depuis 28 ans. On fait quoi pour enseigner la pensée critique? Est-ce que c'est par la littérature? Est-ce que c'est par la philosophie? On s'y prend comment, là? On est au front, je vais vous dire franchement, là, quand on entend tout ça, parce que l'idée, c'est de former des citoyens qui vont justement être capables de savoir ce que c'est que la démocratie, Athènes et tout. C'est sûr qu'il y a une somme de connaissances importantes à transmettre, mais il y a aussi, en tout cas pour ma part, ce que je trouve important, c'est vraiment placer les jeunes dans un contexte d'éducation où ils vont avoir à se questionner, à douter. Ils vont avoir je dirais pas... je parlais tantôt hors d'onde d'un projet que je fais en ce moment en lecture avec mes étudiants. Là, je leur vous me permettez que je sois dans le concret. Ils ont 14-15 ans. C'est ça, ils ont 14 ans. Et je leur fais lire des romans. Je donne un exemple. Un collaborateur ici, en début d'année, je fais toujours lire depuis 2 ans, pas toujours, ça fait 2 ans. Je fais lire Jeanne Moreau, à le sourire à l'envers. De Simon Boulris.
Donc, je finis avec Michel Tremblay. Il est pas peur. Là, je couvre quand même. Bon, on fait confiance. Ben oui. Mais Jeanne Moreau, il savait pas c'était qui. Personne ne savait c'était qui Jeanne Moreau. Je leur ai dit, il y a personne qui est allé sur Internet pour aller voir. Je les ai mis au défi. Personne. Il y a aucun de mes étudiants ils s'étaient pas posé la question. Ils avaient pas eu cette curiosité-là. Non, mais ils m'ont dit, madame, on va-tu savoir pourquoi c'est ça le titre? Ben, j'ai dit, oui, ça c'est une belle question. Vous allez voir en cours de route, vous allez comprendre d'où vient Elle est toujours vivante, Jeanne Moreau, en plus. Elle a toujours la bouche à l'envers. Et oui, mais c'est que peu de temps après, je leur ai montré le film de Desgagnés, Roméo et Juliette. Oui. Et là, Jeanne Moreau joue le rôle de la grand-mère là, de Juliette. Et là, je leur ai dit, voyez-vous, là, Jeanne Moreau. Vous auriez pu leur montrer Julie Jim, là, je sais pas, quelque chose de splendide. Oui, mais elle n'avait pas la bouche à l'envers. J'étais dans une thématique Roméo et Juliette, je trouvais que ça allait bien quand même. Mais donc... c'est un exemple simple. Mais simple, mais donc, le bagage culturel, c'est à travers tous les apprentissages qu'ils font. Hein? Et je parlais tantôt du projet de lecture, c'est que je les ai mis au défi de trouver un roman qui représenterait pour eux un défi. Donc, ils sont pas tous à la même place. J'en ai qui lisent, j'en ai une qui lit Le Lys dans la vallée de Balzac, j'en ai qui lit Le vieil homme et la mère d'Hemingway. Il y en a qui lisent tout, tu sais, et j'en ai d'autres qui lisent du Laurent Chabin, qui lisent, tu vois. Donc, il faut accompagner, il faut être là et leur montrer, entre autres, que dans ce qu'ils lisent, il y a de la culture, il y a des référents historiques, culturels. Daniel Turcotte. Mais il y a pas que l'école. Mais non. Parce que souvent, on se décharge. Oui. Prenons mon modeste exemple. Moi, j'ai été élevé par une tante qui me faisait lire une page de dictionnaire par jour. OK? Une grand-mère qui me couvrait les illustrations dans le dictionnaire. Puis si j'avais la bonne illustration avec le bon gars puis les bonnes dates puis tout, j'avais un biscuit de plus. Pour ça que je suis un petit peu enveloppé. Et j'ai été élevé par des gens comme ça, qui aimaient ça. Alors moi, évidemment, à un moment donné... Ça a attisé votre curiosité, parce que c'est la curiosité qui est la base de tout. J'aimerais qu'on soit un peu optimiste aussi, qu'on ait des solutions, des choses qui soient possibles. On est rendu là. Mais je crois qu'on peut distinguer deux grandes manières d'enseigner la pensée critique. La première, c'est interne, à l'intérieur des disciplines. Et la dernière, c'est d'une façon surplombante, un peu ce que Michel propose de faire avec la philosophie pour enfants. Mais sur l'interne, je vais laisser la parole à Michel après. Sur la manière interne, une proposition que j'ai lue récemment qui m'apparaissait extrêmement intéressante et qui semble donner des résultats intéressants aussi, c'est de donner des vaccins de pensée critique aux gens. Voici l'idée. Vous enseignez un sujet donné. Peu importe le sujet. Vous l'enseignez, vous le présentez aux enfants. Et ensuite, vous leur montrez comment vous auriez pu les tromper à propos de cette question. Ça, c'est intelligent. Et là, vous avez donné un vaccin de pensée critique. Parce qu'il faut les rendre rusés, là. Je vais vous exposer Hitler, la montée d'Hitler, etc. en classe. On va étudier ça. Maintenant, voici comment, si j'avais voulu vous faire une lecture orientée, une lecture endoctrinante de cet épisode de l'histoire européenne, voici comment j'aurais pu vous présenter les faits. En physique, je vous présente telle chose. Voici comment j'aurais pu... Ça, c'est intelligent. Oui, un vaccin de pensée critique. À être rusé. Voilà. En anglais, on dit streetwise, apprendre à vivre dans la ville, ça peut être dangereux. C'est ce que Michel disait tantôt quand il disait qu'il y a un plaisir à ça, il y a un plaisir à pratiquer le démontage de fausses Michel Sasseville, pourquoi la philo, enseigner aux enfants, peuvent les aider à développer une pensée critique? Ben parce que depuis le début que la philo s'intéresse à la pensée, premièrement. Dès le début, la logique qui a toujours été présente dans le monde de la philo. Et puis la logique, c'est quoi? C'est un instrument pour nous amener à mieux articuler nos argumentations, tout ça. Mais en plus, c'est que la philo propose des sujets extrêmement qui collent à leur réalité, qui collent à leur expérience et dont ils ont envie de parler. L'amour, l'amitié, le bonheur, la joie, la justice, tout ça, là, tous ces éléments-là. Puis en plus, c'est fait dans un contexte où on n'est pas en train de leur dire la justice, c'est ça, le droit, c'est ça, l'amour, c'est ça, l'amitié, c'est ça. Non, c'est eux ensemble qui construisent, grâce au dialogue entre eux, ce qu'ils vont éventuellement avoir comme réponse aux questions qu'ils se posent, eux. Leurs questions, eux autres. Fait que c'est pas compliqué de faire... Ils vont faire la connaissance de ce qui manque admirablement dans le monde actuel, c'est-à-dire la nuance, l'ambiguïté. Ben oui. Puis le souci de voir qu'il y a des choses que... ce mot-là, si on le prend dans ce contexte-là, il veut dire telle affaire, mais si on le prend dans un autre contexte, il veut dire autre chose. Alors que... Puis là, ça va à l'encontre complètement d'un gavage.
on s'entend. Hein? Quand je disais tantôt, là, c'est pas de l'enseignement de la philo qui est en jeu. Là. C'est vraiment de faire la philo. Et donc, c'est pas de leur dire ce que Kant a pensé, ce qu'Aristote a pensé, ce que Platon a pensé, tout ça. Même si on utilise des textes avec eux qui leur donnent l'occasion d'avoir un contact avec la culture philosophique. J'imagine qu'à 5-6 ans, on leur met pas Nietzsche sous le nez puis on leur demande pas de comprendre. Là. Non, Il y a une méthode pédagogique. Ah oui, absolument, tout à fait, qui s'appuie sur des histoires qui ont été... Vraiment, c'est une façon de redessiner l'enseignement de la philo de telle manière que justement on puisse en faire avec eux plutôt que de leur enseigner la chose, point. Ouais. Et là, du coup, quand ils partent de cette culture qu'ils acquièrent au travers de personnages qui ont le même âge qu'eux, puis qui vivent des situations un peu étranges et tout, ben ils ont envie de questionner. Et si tu peux maintenir ce goût, ce désir de questionner, de t'étonner, de rester éveillé, ben quand tu arrives au secondaire, tu dors pas. Quand tu arrives dans le cours de Linda Dion, par exemple. Ils dorment pas. Non. Puis ils sont toujours partants pour ce genre de discussion. Ouais. C'est ça, il faut leur faire confiance, en fait. Oui, Normand Baillargeon. Michel le sait, parce qu'on se connaît. Moi, la méthode Lippmann, je la connais. Je demeurais un peu sceptique par rapport à tout ça, pour des raisons compréhensibles. Par exemple, on va se dire, les enfants, avant l'âge de 11-12 ans, sont pas capables vraiment de penser formel, donc peut-être qu'ils ont de la misère. C'est un argument plausible. On se dit aussi, le curriculum est très chargé. Qu'est-ce qu'on va enlever pour mettre ça? Mais, je dois avouer, tout récemment, on a suivi des enfants, 3000 enfants de 9 à 10 ans en Grande-Bretagne, dans 48 écoles, qui pratiquaient la philo pour enfants. Et les résultats qui sortent sont extrêmement intéressants. C'est-à-dire? Amélioration en maths, amélioration en français, surtout pour les élèves de milieux défavorisés, amélioration. Et le milieu scolaire, l'écoute, l'estime de soi, les rapports humains dans l'école s'améliorent aussi, ce qui est absolument... Les rapports humains s'améliorent. Parce qu'on est habitué dans la philosophie pour enfants à être appropriately moved by good reason, réagir. Il faut les écouter, ces bons arguments-là. Il faut les prendre en compte. Alors ça, je trouve que c'est un résultat extrême. Michel est trop modeste, il l'a pas rappelé. Et je tiens à dire, pour terminer, le coût de ça, par année, c'était 32 $ par élève. Ça coûte 12 098 $ par année des enfants primaires au Québec. Donc, c'est un coût vraiment minime que cette chose-là. Et si ça permet d'induire, et c'est ma thèse maintenant, ce genre d'attitude épistémique et éthique que favorise la pensée critique, c'est déjà un grand gain. Oui, Michel Sasseville. Je vois sur ton bureau le bouquin de Frédéric Lenoir, Philosophie et méditer avec les enfants. Frédéric a eu cette idée-là, lui aussi. Puis il n'est pas le seul. Puis il a même mis sur pied une fondation. Puis ici, au Québec, il y a maintenant des formations qui sont offertes. Il y a même 2 groupes à Montréal qui commencent en janvier, juste pour des gens qui sont intéressés à faire la chose. Puis il y a un groupe à Québec où il y a encore un peu ça dépend d'une initiative personnelle des professeurs. Ça fait aucunement partie du cursus du ministère de l'Éducation, la philosophie à l'élémentaire. Pas pour l'instant. Mais compte tenu du fait que le programme d'éthique et de culture religieuse est en revision, on pourrait imaginer que peut-être un jour, éventuellement, l'éthique soit par elle-même une matière en jeu à l'école, mais que ce soit pas seulement l'éthique, mais toute la philo au complet, parce que l'éthique, c'est juste une partie de la philo. Parce que Linda Dion, il y a une vraie résistance. On en a parlé souvent avec vous, quand même, de la part des parents, notamment, tout ça. Mais moi, j'allais dire, la relation maître-élève suppose aussi qu'il y a, tu sais, tous les jours, j'ai des cas d'éthique à discuter avec mes étudiants pour toutes sortes de raisons, des interventions, ça peut partir d'une intervention disciplinaire, mais des situations de vie qui traversent. Donc, comme enseignante, moi, je pense que je suis philosophe avec mes élèves. Absolument. Vous êtes Mme Jourdain sans le savoir, hein, Oui. Intéressons-nous aux adultes, Normand Baillargeon, parce que c'est évident là, que la philosophie, par exemple, la littérature ou les études classiques ramenées à un niveau modeste, c'est-à-dire à l'élémentaire ou au secondaire, ça ferait le plus grand bien. Les études le prouvent, vous les avez citées. Qu'est-ce qu'on fait avec les adultes qui sont campés de plus en plus sur leur position, qui sont divisés par toutes sortes d'impressions, d'émotions, de résistance, parce que ça a des conséquences énormes sur la vie en société à l'heure actuelle. On le voit. Il y a une montée de l'intolérance dans toutes les sociétés occidentales. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec les adultes, Normand Baillargeon? Je vous pose une question. C'est une question très difficile, mais... Oui, mais vous êtes capable d'y répondre. Le milieu intellectuel auquel je me rattache, moi, le siècle des Lumières, avait inventé 2 solutions à ce problème-là. La première solution, c'était l'instruction publique. On va transmettre des savoirs élémentaires à tout le monde. La deuxième, c'était d'enrichir la conversation démocratique à travers des médias libres et indépendants. Ces 2 institutions-là sont menacées en ce moment, sont pas dans un très bon état. Je parlais tout à l'heure de la conversation démocratique avec les médias. Il y a de moins en moins de médias libres et indépendants dans notre monde, de moins en moins de
journalistes... questionne leur existence. C'est payé avec mes taxes. Je lance un appel. Moi, ça serait dramatique au Québec si le Devoir devait fermer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la dernière chose qui nous reste. Alors donc, on a, je pense d'abord comme adulte, l'obligation de lire, l'obligation de se renseigner, mais l'obligation aussi d'exiger des gens qui participent à la conversation démocratique, surtout s'ils sont dans une position de pouvoir, du sérieux. On ne devrait pas tolérer, on n'aurait pas dû tolérer aux États-Unis que Trump puisse mentir à ce point-là. On n'aurait pas dû tolérer que les médias, parce que ce qu'on récolte a été semé depuis le début du 20e siècle. En tout cas, revenons, ils voulaient du divertissement. Bien sûr. Les Américains ne veulent, je suis très méchant, mais les Américains ne veulent que du divertissement. Vous savez, ils vont en avoir pour 4 ans. Il y a une attitude intellectuelle qui consiste à prendre un recul par rapport au réel qu'il faut encourager. Moi-même, je souffre de ça. Je le fais pas toujours. Je me critique moi-même, mais on doit faire ça. Laissez-moi citer Emmanuel Kant. Le philosophe Kant disait, on envoie d'abord les enfants à l'école, pas pour qu'ils apprennent des choses, mais pour qu'ils s'assoient et qu'ils bougent pas. Qu'ils apprennent à mettre un moment d'écart entre leur pulsion et ce qu'ils vont faire. Qu'ils prennent le temps de penser. C'est ça qu'on doit faire. Mais qu'on leur permette, par exemple, dans les facultés universitaires, d'utiliser leur téléphone abondamment ou de surfer sur Internet pendant un cours, là, moi, je comprends pas, là. J'enseigne pas, là, mais... Tantôt, on parlait de la responsabilité des émetteurs de contenu. Il y a aussi les gens qui évoluent dans le milieu universitaire, que ce soit les profs d'histoire, les philosophes, etc., c'est beau de s'enfermer dans ces départements universitaires, mais ce faisant, on laisse la place à du n'importe quoi sur la place publique. L'universitaire a pas seulement vocation à produire du savoir pour ses propres collègues, mais doit aussi intervenir, et c'est plus fondamental que jamais présentement. Linda Dion. Robert Lepage, revenant des États-Unis au lendemain de l'élection de Trump le 15 novembre, dans un article, dans un entretien avec De Glees, il dit ceci: pour défendre la démocratie, pour continuer à conserver nos libertés civiles, il faut éduquer les gens et surtout travailler pour rendre l'intelligence sexy. Ça, il a raison. J'essaie de m'y employer tous les jours. Alors, fort, tout le monde tout nu. On fait des mots croisés. Non, reste habillé quand même, reste habillé. Mais, surtout, Michel Sasseville. Mais Linda, je pense que c'est vrai. Le mot est bien choisi, rendre l'intelligence sexy. Et c'est ça qui se passe quand on fait de la philo avec les enfants. On les voit, ils sont grimpés sur la table. C'est sûr. Oui, mais il faut le dire, puis il faut continuer à le souligner, parce que les gens qui sont au pouvoir, souvent, ont l'impression qu'on va emmerder le monde, que ça leur plaira pas, que ça les intéresse pas. Surtout quand on pense que la philo, c'est de l'enseignement. Mais non, là ici, il s'agit d'en faire. C'est de manière. Alors voilà, donc oui, Daniel Turcotte, allez-y. J'avais rien à dire. Moi, j'avais un mot à dire. Oui, Normand, il reste 40 secondes. En éducation, puis dans les médias, on est dans une logique de proposition d'une offre, pas de réponse à une demande. Et on peut pas savoir si les gens vont aimer telle chose si on leur propose pas. En communication aussi, je me permets de l'ajouter. Frédéric Lenoir, Philosophie et méditer avec les enfants. Le livre que vous citiez, Michel Sasseville, est publié chez Albin. Michel, merci à Daniel Turcotte, à Pierre-Luc Brisson, à Normand Baillargeon, à Linda Dion et à Michel Sasseville. Merci à l'extraordinaire équipe. On vous embrasse. À demain.